Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter bon Ramadan. Cette séance sera consacrée, bien sûr, à la présentation des objectifs et des axes de ce module intitulé « Poésie et versification ». Deuxièmement, l'intérêt sera porté aux définitions respectives des termes clés « Poésie et versification », tâche qui ne sera réalisable que par le recours aussi à la théorie des genres littéraires, comme vous allez le voir. Sans plus tarder, je passe pour vous annoncer les objectifs. Objectif du module. Objectif 1. Savoir définir les mots-clés du module poésie et versification. 2. Distinguer entre les genres poétiques. 3. Maîtriser les techniques de la versification. 4. Connaître la diversité des formes poétiques. Et puis, doter les étudiants d'outils qui permettent d'aborder l'analyse des poèmes et, comme dernier objectif, donner goût à la lecture des poèmes. Donc, dans le respect de ces objectifs, le plan du cours s'annonce comme le suivant. Plan du cours. D'abord, introduction, puis chapitre 1, intitulé « Vers et décompte des syllabes ». Dans ce chapitre, nous allons voir les points suivants. La notion de vers, le décompte des syllabes, les règles pour compter les syllabes, le E caduc, l'hiatus et l'élision, et en dernier lieu, on va voir les règles de la diérèse et de la synérèse. Chapitre 2, nous allons voir les différents types de vers français, l'alexandrin, l'endécasyllabe, le décasyllabe, l'énéasyllabe, l'octosyllabe, et j'en passe. Chapitre 3 concerne les strophes, le distique, le tercé, le quatrain, le quintile, le sisin, le septin, et j'en passe. Chapitre 4 concerne la rime. Dans ce chapitre, nous allons voir la position des rimes, les rimes plates ou suivies, les rimes croisées, les rimes embrassées, les rimes redoublées, et puis le genre des rimes, les rimes masculines et les rimes féminines, et en dernier lieu, la qualité des rimes, les rimes pauvres, les rimes riches et les rimes suffisantes. Chapitre 5 concerne surtout le rythme, la césure, les coupes. Chapitre 6, nous allons aborder le rapport entre la versification et la syntaxe. Donc, comme axe, nous allons traiter l'enjambement, le contre-enjambement, le rejet et le contre-rejet. Et enfin, le chapitre 7 concerne les reprises des sonorités. Introduction. Chères étudiantes, chers étudiants, je commence aujourd'hui ce cours intitulé « Poésie et versification » par une question initiale que je formulerai ainsi. Qu'est-ce que la poésie ? À première vue, la réponse semble à la fois simple et hasardeuse, voire délicate. Si l'on rattache la définition de la poésie à sa classification en tant que genre littéraire. Voilà donc une question qui interpelle une autre et qu'on ne peut contourner. Rappelons pour le moment que par genre, on entend une catégorie qui permet de réunir, selon des critères divers, un certain nombre de textes. Dans ce sens, tout texte littéraire se présente à travers certaines caractéristiques distinctives, spécifiques et susceptibles de le classer, de produire un type de réception donné et de permettre ainsi
l'interprétation du sens. En effet, l'un des plus anciens écrits théoriques sur la problématique des genres est sans doute la poétique d'Aristote. Cet ouvrage, qui a continué durant des siècles à s'affirmer comme l'une des références majeures en la matière, fait valoir ce qu'on appelle la tripartition aristotélicienne des genres, le genre lyrique, le genre épique et le genre, bien sûr, dramatique. Ces trois genres sont considérés comme les formes fondamentales de la littérature. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la problématique des genres littéraires a prêté matière à discussion entre théoriciens. Et le débat continue toujours. D'une part, vu l'émergence ou l'affirmation d'autres genres et leurs sous-genres, à titre d'exemple, le roman et ses sous-genres, le roman feuilleton ou le roman policier. Et d'autre part, à cause de certaines audaces littéraires modernes qui entendent, entre autres, briser les frontières entre les genres et leurs différences de propriété. Après ces remarques préliminaires, je vous invite, chères étudiantes, chers étudiants, à aborder attentivement les définitions respectives de poésie et versification. D'un point de vue étymologique, le terme poésie est issu du grec poésis, qui signifie création et fait du poète un créateur de formes expressives, c'est-à-dire des formes centrées foncièrement sur le locuteur qui exprime essentiellement ses sentiments et sa façon d'être. Au sens large, et selon le dictionnaire Larousse, à titre d'exemple, le terme poésie peut être employé pour indiquer, je cite, le caractère d'une chose qui parle à l'âme, qui touche le cœur, la sensibilité. Le même dictionnaire donne l'exemple suivant, clair de lune, plein de poésie. Point. Selon une autre perspective plus rétrécie, et qui est l'acception littéraire de la poésie, celle qui nous importe le plus, le terme poésie veut dire, suivant le petit Robert, je cite, art du langage, visant à exprimer ou à suggérer par le rythme, surtout le vers, l'harmonie et l'image. Je ferme ma citation. Quant au Larousse, il donne un sens second et définit la poésie comme étant, je cite, art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des sons, des rythmes, des harmonies, en particulier par le vers. Je ferme la citation. Enfin, la dernière définition est formulée par le dictionnaire du littéraire. Je cite, le mot poésie a désigné l'art du langage fabriqué, c'est-à-dire différent, et de ce fait rythmé. En ce sens, la poésie s'oppose à la prose. Je ferme citation. Ainsi, comme vous pouvez le déduire, les trois définitions se complètent, étant donné qu'elles mettent en évidence les critères majeurs permettant de parler de poésie. Au fond, la parole poétique se manifeste magistralement sur deux niveaux. Le premier est d'ordre phonique et le second est d'ordre sémantique. L'emploi particulier de la langue
sous-entend que la poésie est un langage qui constitue un écart par rapport à une norme. Je répète cette idée. L'emploi particulier de la langue sous-entend que la poésie est un langage qui constitue un écart par rapport à une norme, qui est tout simplement la prose. La prose est à saisir comme une forme de discours écrit au oral qui n'est pas soumis aux règles de la versification. C'est ça la prose. L'emploi des sonorités, des rythmes et des harmonies des mots souligne l'écart de la parole poétique au niveau phonique, alors que le fait d'évoquer sentiments, émotions, impressions met en exergue le lyrisme articulé au niveau sémantique. Cette idée est au fondement de l'analyse des contenus de la poésie élaborée par Jean Milly. Cet universitaire note fort justement que, je cite, « la charge émotionnelle est une des caractéristiques sémantiques de la poésie. » Donc, au plan sémantique, prime non seulement le sens, mais aussi la manière de formuler le sens et la façon de dire poétique. De surcroît, la question « qu'est-ce que la poésie ?» se laisse voir comme complexe si l'on considère tout ce qui se rattache à la poésie et revendique la paternité du poétique ou l'inscription sous son autorité. C'est pourquoi il ne faut pas voir hâtivement en la poésie un genre uniforme ou un bloc tout à fait soudé. De fait, les termes qui appartiennent à cette même famille sont nombreux. Nous y retrouvons des termes qui nous sont familiers, par exemple poésie, poète, poème, poétro. Le poétro, c'est un petit ou mauvais poète. Et d'autres termes qui le sont moins, à l'exemple de poétique, poéticité, poétisme et autres. Pour la clarté de mon propos, permettez-moi de revenir un moment sur les conceptions, sur les acceptions, surtout du mot poétique. Précisons qu'avec le terme poétique, nous rencontrons deux classes grammaticales. Un adjectif, c'est-à-dire ce qui est qualifié de poétique, et un substantif féminin, la poétique. Commençons par souligner que l'adjectif poétique est relatif à un genre littéraire, soumis à des règles prosodiques particulières. Dans la logique de cette première définition, il est possible de présenter les genres poétiques. Précisément, au cœur du genre littéraire nommé poésie, nous observons la subdivision en sous-genres de la manière suivante. Premièrement, la poésie lyrique ou bien le genre lyrique. La poésie lyrique est une expression vive des sentiments de l'âme. Ce genre englobe l'élégie, poème au sujet varié mais le plus souvent mélancolique, composé de vers élégiaques, c'est-à-dire mélancoliques et plaintifs. Exemple, ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Alphonse Lamartine, le poème intitulé Le lac. Le sonnet est aussi une forme de poème fortement liée à la poésie à tonalité lyrique. Exemple, c'est un poème de Paul Verlaine intitulé « Mon rêve familier ». Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime.
et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même, et me comprend. Deuxièmement, la poésie épique. Ce genre représente des aventures écrites en vers. La poésie épique traite des événements historiques amplifiés et embellis par la légende. Il s'agit de magnifier les actes des groupes humains ou de héros. Je peux citer le poème La Franciade de Pierre de Ronsard. Troisièmement, la poésie didactique. Ce genre enseigne une morale et comprend la fable. Et l'épître. L'épître est un genre littéraire en vers traitant des sujets variés. On peut parler des épîtres de Boileau dans ce sens. Et puis, numéro 4, la poésie satirique. Le poème satirique, ou bien le genre satirique, dénonce les vices et l'immoralité des hommes. La satire concerne les individus ou les groupes sociaux. 5. La poésie dramatique, ou bien le genre dramatique. Ce genre recouvre toutes les pièces de théâtre, tragédie et ou comédie écrites en vers. Précisons également que le sens second de l'adjectif poétique désigne ce qui est riche de ce qui définit essentiellement la poésie. Et terminant par la dernière acception, selon laquelle est poétique ce qui est empreint de poésie, dans l'expression artistique, dans un domaine autre que littéraire. Donc, ce qui est poétique peut excéder le domaine de la poésie. Dans la suite, penchons-nous sur la définition du substantif féminin, la poétique. Tout d'abord, la poétique est à saisir en tant que théorie des genres. C'est le sens que nous avons déjà rencontré en parlant de la poétique d'Aristote. Sous un autre angle, la poétique est l'ensemble des conceptions relatives à la poésie propre à tel ou tel poète, à telle époque ou à telle école donnée. Dès lors, pour la clarté de l'exemple, nous pouvons parler de la poétique de Gérard de Nerval, c'est un poète, évoquer la poétique du Parnasse, ou bien la poétique classique ou la poétique moderne. En somme, la poétique est descriptive, alors que l'art poétique est prescriptif. Et si l'art poétique peut prescrire des règles, il peut tout aussi proscrire. Ce parcours montre que la liste des termes appartenant à la même famille de poésie, et dont certains viennent d'être détaillés, peut ouvrir notre sujet d'étude pour explorer d'autres perspectives chaque fois qu'un élément est qualifié et que son sens est complété, comme en attestent les exemples suivants. Le poème en prose. Exemple, Le crépuscule du soir de Charles Baudelaire. La prose poétique ou la poésie pure. L'expression de poésie pure parut en 1857 sous la plume de Baudelaire dans son texte intitulé « Note nouvelle sur Edgar Poe ». En considérant tout ce qui précède, il est possible de dire que la poésie est un art du langage qui consiste à éveiller magnifiquement en l'auditeur ou en le lecteur la sensibilité, l'imagination, la soif d'absolu et l'ouverture autant sur le monde extérieur que sur notre intériorité. Et cela n'est accessible au poète
que par le moyen d'un emploi particulier de la langue qui favorise la musicalité, le rythme, les sonorités dans une quête absolue qui interroge et conjoint harmonieusement le son et le sens. Enfin, il faudrait souligner que la poésie, en tant qu'art du langage, ne se limite pas à l'usage du vers, conforme aux règles de la versification, disons traditionnelle. Mais elle offre toute une panoplie de formes, telles le poème en prose ou le vers libre, ayant la même vertu poétique qu'un poème classique bien régulier. Comme vous pouvez le constater, le sens du terme poésie anticipe déjà ce en quoi consiste magistralement la versification. Il est clairement établi que la versification française puise ses origines dans la versification latine, de la même façon que la langue française a comme provenance la langue latine vulgaire. À ce propos, Jean-Louis Joubert éclaire la notion de versification dans le terme suivant. Je cite, « La versification est un mode d'organisation du langage qui appartient spécifiquement à la poésie. » Je ferme citation. Cela revient à dire que la versification est l'ensemble des techniques qui permettent de composer un poème. La versification est l'ensemble des techniques qui permettent de composer un poème. Ces règles en question ont été fixées par François de Malherbe, 1555-1628, et par Nicolas Boileau, 1636-1711. Partant de ces arts poétiques, les poètes ont pratiqué le vers régulier durant l'époque classique, Racine, La Fontaine, et l'époque romantique, Victor Hugo, Alphonse Lamartine, Alfred de Musset et les autres. Tous ces poètes ont perpétué une tradition selon laquelle le lien contigu qu'entretient la poésie avec la versification est celui d'un art du langage avec sa technique. De ce fait, l'appréciation de la poésie et l'initiation à sa lecture déchiffrante ne peuvent se faire que par la maîtrise des règles de la versification et ses techniques communément observées pendant très longtemps. Donc, c'est à la découverte de ces règles que je vous invite dans les chapitres suivants. Merci de votre écoute.